comment faire pour résister aux attaques permanentes à nos droits et notamment à notre liberté de nous exprimer, d'avoir une presse diversifiée et non pas captée par des mouvements d'extrême droite de plus en plus puissants. Et donc on est tous inquiets, vous comme moi sans doute. Donc maintenant je vais passer la parole à Monsieur Plenel en le remerciant une fois encore pour sa présence ce soir. Comme ça, je sentirai moins seul. Bien. Bonsoir à toutes et tous et vraiment infiniment merci de l'invitation que j'ai acceptée volontiers. Dans les temps que nous vivons, il est bon de se parler, de se retrouver, d'échanger, d'essayer d'y voir clair, car tout est fait pour que justement on soit un peu tourneboulé, déboussolé et qu'on n'y voit pas clair. L'un des théoriciens de ce qui arrive à l'échelle du monde aujourd'hui, qui accompagne les ombres qui gagnent, les forces obscures, qui sont celles de l'inégalité, qui sont celles, au fond, de la hiérarchie des humanités. C'est ainsi que j'aime définir l'extrême droite sous tous ses visages. Ce sont les adversaires de ce qui nous fonde. La Ligue des droits de l'homme est la première ONG, dirait-on, qui a été fondée à l'échelle du monde pour défendre cette idée que nous avons un droit fondamental, un droit naturel. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre. C'est le point de départ de toutes nos émancipations, de tous les droits qu'on a conquis, les droits politiques, les droits sociaux, les droits des femmes, les droits des colonisés, les droits des personnes discriminées, et ainsi de suite. Et donc, pour revenir à ce que nous vivons, aujourd'hui, nous avons des coalitions de forces qui s'attaquent à cela. Elles ne sont pas seulement autoritaires, xénophobes, racistes et on peut développer. Fondamentalement, elles s'attaquent à l'identité même de ce qui nous rassemble aujourd'hui sous le sigle de la Ligue des droits de l'homme. Ce sont les forces de l'inégalité naturelle. Le pacte commun entre M. Trump, M. Poutine, M. Netanyahou, M. Modi, qui est un suprémaciste hindou en Inde, et plein d'autres, c'est cette idée que nous naissons inégaux et qu'il y a des origines, des identités, des sexes. Ils sont masculinistes et ils veulent remettre en cause les droits des femmes. Ils veulent s'attaquer aux droits des minorités. Bref, c'est le camp de l'inégalité naturelle. Donc nous sommes dans un moment assez décisif. Nous sommes devant, peut-on dire, une bataille de civilisation. Parce qu'à échelle humaine, cette histoire de l'égalité des droits, de sa proclamation à l'été 1789 pour la France, c'est court. C'est 2 gros siècles, 2 siècles et demi pour au fond, inventer des droits, les défendre, les conquérir. C'est fragile. Et nous sommes face à une offensive qui s'attaque frontalement à tout cela. Et donc, il faut en prendre conscience. Il ne faut pas être comme des lapins pris dans les phares par la catastrophe, un peu tétanisés, et ne pas être non plus comme des papillons qui virevoltent autour d'une lampe au point de ne plus savoir où aller. C'est ce qu'ils voudraient. Je disais tout à l'heure que je commençais une phrase pour dire que l'un des théoriciens de cette offensive qui est incarnée par Donald Trump et amplifiée par l'alliance entre les États-Unis d'Amérique et la Russie de Poutine aujourd'hui et les extrêmes droites dans le monde, ce théoricien, Steve Bannon, a cette formule très élégante, inonder la zone de merde. Alors j'y reviendrai derrière, qu'est-ce qu'il veut dire en disant cette formule, mais il veut dire aussi cette façon de nous déboussoler, c'est-à-dire plein de choses se passent et on ne s'y retrouve plus et on ne sait pas comment avancer.
Donc je vais essayer, par rapport à la question pour laquelle vous m'avez demandé de venir, la question de la liberté d'expression, comme vous avez introduit, la question de la liberté d'information, je vais essayer de vous proposer des repères avant qu'on échange ensemble. Et dans l'esprit qui m'anime depuis que je sonne le tocsin, je fais partie, pour celles et ceux qui me suivent, de ceux qui ne sont pas surpris par la catastrophe, qui ne sont même pas surpris par son accélération, hein, c'est des moments de cristallisation. Parce que ça fait longtemps que je dis, j'écris, la catastrophe, elle n'est pas à venir, elle est déjà là. Il y a un vieux monde qui ne veut pas mourir, qui est un monde de prédation, qui est un monde d'enrichissement indu, qui est un monde d'extractivisme sur le vivant, qui est un monde de domination sur les femmes, qui est sur les corps, qui est un monde d'illimitisme, qui se veut sans limite, qui considère que son pouvoir, son désir, sa puissance ne doivent pas rencontrer de limites. Et je pense intimement que ce monde est un monde condamné, que ce n'est pas tenable, un tel niveau d'inégalité, un tel niveau d'irresponsabilité par rapport au dérèglement climatique, un tel niveau d'injustice, de violence, tout ça n'est pas tenable et ne peut aller que de pire en pire. Ils le savent quelque part, d'où le fait qu'ils veulent brutaliser nos sociétés, nous empêcher de nous organiser, nous empêcher de nous exprimer, nous empêcher de les contester. Donc ils vont être très violents. Ils sont très violents. À l'occasion de l'invasion de l'Ukraine, M. Poutine a tué tout ce qu'il y avait encore de possible comme autonomie de la société russe, organisation indépendante, ONG, syndicats. Et évidemment, si j'étais un journaliste russe, je serais soit en prison, soit assassiné, soit en exil. Donc la fuite en avant de la guerre de Poutine, c'est aussi une façon d'empêcher sa société d'avoir son autonomie. Et donc, ce vieux monde est un monde qui ne voit que sa propre durée, que sa propre immédiateté. Il veut survivre, mais il est condamné, je le répète. Donc, du coup, ce vieux monde s'accroche et est très méchant. Et à côté de cela, il y a un nouveau monde. Il y a beaucoup de jeunes ici ce soir qui tardent à naître, qui sait où sont ses repères, où sont ses révoltes, que ce soit sur les questions d'écologie, sur les questions d'autoritarisme, de violence, sur les questions de violence sexistes et sexuelles, MeToo, sur beaucoup d'autres domaines. Il y a toute une nouvelle politisation qui se fait dans les nouvelles générations. Mais ça ne se traduit pas encore par une nouvelle réalité politique. Et donc, un vieux monde qui meurt, un nouveau monde qui ne s'impose pas encore, et selon une vieille formule d'Antonio Gramsci, dans ce clair-obscur, dans cet entre-deux, surgissent des monstres. Donc on a des monstruosités qu'on regarde, qui s'appellent Elon Musk, qui se sont appelés Éric Zemmour chez nous, et qui s'appellent toujours Éric Zemmour, et bien d'autres. Cette folie d'avoir l'homme le plus riche du monde qui veut nous emmener, pas nous, mais une élite sur Mars qui fait des voitures très chères et assez inutiles et qui est en fait un nostalgique du régime d'apartheid dans lequel il a grandi, dont il est issu, et qui est un authentique nazi. Il ne fait pas seulement des saluts nazis. Fondamentalement, son idéologie est celle, je le redis, de la hiérarchie des humanités, de la séparation, qui se traduit par le discours de Trump, qui n'est pas qu'un discours, ils veulent le faire, de nettoyage ethnique à Gaza, de chasser un peuple de sa terre, de le faire disparaître. Ils ont la vie sauve s'ils disparaissent. Aujourd'hui même, et c'est une monstruosité supplémentaire, l'information est arrivée que les États-Unis et les Israéliens, officiels de l'État israélien, et des émissaires américains ont contacté des pays d'Afrique de l'Est, qui sont des pays en guerre civile, qui sont des pays très pauvres, pour qu'ils accueillent les 2 millions de Gazaouis. Ce qui ne veut rien dire, ce qui veut simplement dire une déportation, un effacement, ce qui est évidemment une monstruosité politique. Mais il faut croire ce qu'ils disent, il faut les prendre au mot.
Il faut prendre au mot quand M. Trump, au Congrès, dit qu'il va faire la civilisation, la domination la plus réussie, la plus importante qu'il y ait eu dans l'histoire de l'humanité. C'est l'illimitisme, je le redis, la catastrophe de la grandeur. Il n'y a pas de limite à mon désir, et ça ne concerne tout le monde, même les alliés. Je veux le Groenland, je le réclame. Je veux que le Canada soit un 51e État, je le réclame. Je veux la guerre commerciale, économique, comme au vieux temps des guerres du mercantilisme, eh bien, je le fais. Je veux la corruption, car c'est un capitalisme mafieux, ben je le fais. Il a annulé une loi de 1977 qui interdisait de corrompre des dirigeants de sociétés à l'étranger. Il a dit non, c'est bon, ça nous fera des marchés. Pas de limite morale, pas de droit international. Les magistrats de la Cour pénale internationale, ça n'a pas été assez remarqué, sont des délinquants aujourd'hui pour les États-Unis de Trump. S'ils mettent un pied sur les États-Unis, ils seront considérés comme des délinquants. Trump a considéré qu'il y avait une attitude criminelle à l'égard des États-Unis d'Amérique, de la CPI. Et évidemment, quand il a pris ses décisions sur la CPI, 2 dirigeants du monde ont été tout à fait ravis, qui tous les 2 étaient sous les coups d'un mandat d'arrêt de la CPI, M. Vladimir Poutine et M. Netanyahou. Plus de droits humains fondamentaux. Vous voyez bien ce qui est en jeu, et je vais venir au sujet du jour, mais je voulais commencer par ce paysage global, car je sais bien que si vous êtes nombreux ce soir, c'est aussi que ce paysage global amène une discussion et des interrogations. Au fond, et toutes les bonnes volontés lucides le disent, ce que je vais dire là, hein, Dominique de Villepin le dit dans toutes ses interventions récemment, ce qui est en jeu, c'est notre sursaut de l'après-catastrophe européenne. Nous nous sommes rendus compte que notre propre délire de grandeur, de domination, de conquête, de colonialisme, d'impérialisme, eh bien, aboutissait à une montagne de cadavres, à des crimes contre l'humanité, à un crime de génocide, ou à la destruction des Juifs d'Europe. Et du coup, nous avons défini d'ailleurs juridiquement ces 2 crimes, crime contre l'humanité, crime de génocide. Et du coup, on s'est dit, aucune nation, aucun peuple, aucun État ne peut être jugé éternellement responsable, éternellement moral. Aussi civilisé, aussi cultivé, aussi développé soit-il, un peuple, un État, une nation peuvent devenir barbares. La barbarie peut surgir au cœur de la civilisation. D'où l'énoncé de droits humains fondamentaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'auteur principal est un Français, René Cassin, qui était compagnon du général de Gaulle à Londres, la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle dit cela. Elle dit qu'au fond, il y a des droits supérieurs aux États et qu'il faut parfois taper sur la tête des États parce que les États peuvent devenir dangereux. Eh bien, c'est ça qu'ils veulent remettre en cause. Qu'il n'y ait plus de droits supérieurs. Ce n'est pas seulement la question du droit international, des relations entre nations, de l'égalité entre nations, qu'ils balayent totalement, c'est clair. Et cela a été signé il y a 3 semaines aux Nations Unies, et pas assez souligné quand on a vu les États-Unis d'Amérique, la Russie de Poutine et Israël de Netanyahou, tous ensemble, voter contre une résolution de soutien à l'Ukraine, à l'Assemblée générale des Nations unies. C'est pour ça que celles et ceux d'entre nous qui combattaient l'idée du double standard, qui disaient « faites attention, avoir un soutien inconditionnel aveugle à la guerre de vengeance de Netanyahou, aussi terrible qu'a été ressenti les massacres et les crimes de guerre du 7 octobre par la population israélienne, eh bien, avoir un soutien aveugle à Netanyahou, c'était le faire le plus beau cadeau qu'attendait Poutine. Le droit international ne se divise pas. Et si l'on commence à le diviser, eh bien, on le ruine. Eh bien, du coup, on a la signature. Israël a voté contre une résolution de soutien à l'Ukraine et à son intégrité territoriale. Donc, ce n'est pas seulement
cette apparence du droit international qu'ils veulent balayer. Il n'y a plus de règles, il n'y a qu'une logique de puissance mafieuse. Hein. Je prends ça, tu prends ça, un capitalisme mafieux qui s'arrange comme des bandes mafieuses s'arrangeraient des quartiers d'une ville et des secteurs économiques. Derrière cela, il y a plus profondément mettre à bas l'ensemble de ce sursaut. Cette idée, encore une fois, qu'il y a des droits humains fondamentaux et qu'on ne peut pas concevoir, sauf à prendre le risque à nouveau de catastrophe, que ce qui est juste et bon, c'est uniquement ce qui est juste et bon pour mon peuple. Cette formule, ce qui est juste, c'est ce qui est bon pour mon peuple, Hannah Arendt, la philosophe, le rappelait, aussi élémentaire soit-elle, est une formule d'Adolf Hitler. Et son peuple a d'abord cru que c'était bon pour lui. D'ailleurs, il l'a soutenu, hélas, jusqu'à l'impensable. Ce qui est juste, c'est ce qui est bon pour mon peuple. Trump a fait un petit message sur son réseau social il y a 3 semaines disant à peu près la même chose. Un idéologue des conservateurs qui est américano-israélien, Yohann Hazony, dans un livre qui s'appelle « Vertu du nationalisme », a théorisé cela. Ce qui est juste, c'est ce qui est bon pour mon peuple. Pas de droits humains fondamentaux. Ça n'existe pas. Et donc, voilà le paysage dans lequel nous sommes, voilà le paysage qu'il faut affronter, et voilà le paysage où la question de l'information devient un enjeu essentiel, car la catastrophe commence par des mots. Je l'ai rappelé dans un livre qui s'appelle « L'appel à la vigilance » il y a de ça 2 ans, et c'est ce qu'ont montré toutes les études sur la catastrophe européenne, notamment celle d'un linguiste qui a survécu au nazisme, un philologue, Victor Klemperer. Sont les mots qui nous accoutument à la catastrophe. C'est par les mots qu'on s'habitue à l'indifférence. C'est par les mots qu'on commence à perdre pied. Nous avons, dans notre histoire récente, un exemple sous les yeux qui nous concerne, puisque la France a quelques responsabilités douloureuses dans cette histoire, et qu'il faut convoquer, quitte à nous faire peur. C'est l'histoire du génocide au Rwanda. Aucun peuple, pas plus le peuple allemand que le peuple rwandais, n'est barbare par origine, par naissance. L'humanité n'est pas raciste et dans la haine de l'autre. Tout ça est une construction. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on accepte de ne plus voir l'humanité de l'autre au point d'accepter l'idée de le détruire? Les jeunes officiers de la Wehrmacht qui commandaient les Einsatzgruppen, ceux qui ont fait la Shoah par balle au tout début, avant la Shoah industrielle, avant les chambres à gaz, Sobibor et d'autres. Sobibor, pardon, c'est un camp, je convoquais plutôt Babillard, pardon, qui est à côté de Kiev. 30 000 morts en 3 jours, ou à peu près, un par un, voilà, par rafale, ou des femmes, des enfants, des adultes. Eh bien, les commandants de ces commandos étaient des diplômés, étaient des jeunes fils de bonne famille, sortaient d'universités de droit. Ce n'étaient pas des brutes épaisses. L'origine ne protège de rien, donc il faut essayer de comprendre comment se fait la bascule. Alors pourquoi je convoque le Rwanda? Parce que le Rwanda, c'est pour ça que je pensais à la Shoah par balle, le Rwanda, comme vous le savez, c'est un génocide entre voisins. En 4 mois, des gens, à coups de machette, vont couper, tuer, en faisant une pause au déjeuner, comme des brigades qui allaient dans les champs, leurs voisins, voire leurs proches, leurs co-religionnaires, voire au sein même de leur famille. Comment est-ce possible, ça? Comment est-ce possible, cette bascule? Eh bien, cette bascule, elle est passée par des mots, et donc par des médias.
des mots qui ont habitué à l'idée d'une idéologie totalement complotiste, qui est d'un décalque de l'idéologie criminelle européenne sur les Aryens et les Sémites, qui étaient au cœur de l'antisémitisme moderne, idéologie prétendument scientifique, qui avait même des savants français qui n'ont pas été des criminels, qui s'en faisaient une spécialité. Eh bien, ça a commencé 1 an avant le génocide. Bien sûr qu'il y avait des activistes, bien sûr qu'il y avait les tenants du Hutu Power qui se pensaient être les supérieurs à ces Tutsis qui, dans un décalque de l'antisémitisme, étaient vus comme une humanité qui s'infiltrait, comme une proximité dangereuse, et d'où le fait qu'il fallait les distinguer et les animaliser, dire que c'était des cafards qu'il fallait exterminer, etc. Eh bien, ces activistes ont été servis 1 an avant le génocide par un milliardaire. Il est en France, on l'a finalement retrouvé, on ne peut pas le juger, il est trop vieux, il est sénile, qui a été le financier du génocide. Et ce milliardaire, 1 an avant le génocide, il a pris prétexte de l'idée qu'il fallait que ça change un peu au Rwanda, il fallait qu'il n'y ait plus le parti unique, il fallait qu'il y ait une liberté d'expression. Et donc, il a déposé les statuts au nom de la liberté, le droit de dire, de radio-télévision Mille Collines, qui d'abord a été en fait une radio avec beaucoup de moyens, des émetteurs très puissants. Il faut bien dire, il faut pouvoir dire, on a le droit de dire, ne m'empêchez pas de dire, y compris le pire, y compris l'abject. Des bons tchatcheurs, les Pascal Pro et Hanouna rwandais du moment, de la bonne musique, du bon divertissement venu du Zaïre. Et c'est là qu'a été diffusée la déréalisation totale, la brutalisation de l'imaginaire commun, la diffusion d'une idéologie complotiste, raciste, qui a construit les Tutsis en sous-hommes, en sous-humanité. C'est là que ça s'est joué, dans les mois qui ont précédé. On l'a oublié, hein, mais après le choc du génocide rwandais, il y a tout de suite eu des études financées par des organisations internationales sur les médias de la haine. On a dit, au fond, le génocide Rwanda, c'est un coutelas, une machette dans une main, un transistor dans l'autre. Je convoque donc cette histoire d'il y a plus de 30 ans pour parler et faire écho à notre présent et essayer de le démêler pour vous. Je vais essayer de démêler la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous ancrons ce dont nous parlons ce soir dans cette idée de la liberté de dire. La première conquête par rapport à des pouvoirs a été qu'il n'y ait pas de censure préalable, qu'il n'y ait pas d'autorisation de dire ce que vous avez à dire, qu'il n'y ait pas de contrôle du pouvoir politique sur l'expression, la dynamique de nos protestations, de nos contestations, de nos idées, de nos opinions. Ça a été ça, hein, la première conquête. Et c'est sur cette conquête que s'est installée, au fond, l'idée que cette liberté d'expression doit permettre aussi de s'informer, doit être aussi, à la liberté de dire, doit s'ajouter un autre droit, qui est le droit de savoir. Pas seulement dire nos opinions, mais avoir des connaissances sur le présent, lequel est encombré de passé. Liberté de dire d'un côté, droit de savoir de l'autre. J'aime bien parler comme cela, pas dire liberté d'expression et liberté d'information. Pourquoi ? Parce qu'on comprend bien quand je dis liberté de dire et droit de savoir, qu'on ne parle pas d'un droit des professionnels, les professionnels qui vous tendent un micro ou les professionnels qui font le métier de journaliste, mais on parle de votre droit. Ce sont des droits fondamentaux. La liberté de dire, j'ai le droit de dire ce que je pense, et le droit de savoir,
eh bien j'ai besoin de savoir ce qui m'arrive. Sinon, je suis aveugle et je peux voter pour mon pire malheur. Je peux voter sans comprendre ce qui m'arrive. Et donc, nous sommes devant deux pôles, liberté de dire et droit de savoir. Et nous sommes les héritiers d'une bataille qui s'est menée pour construire ces deux questions. La liberté de dire est au point de départ des idéaux revendiqués par la Révolution française, même avant qu'elle s'accélère au printemps puis à l'été 1789. C'est peu connu, mais le premier Mirabeau a traduit et publié en 1788, donc fin 1788, un texte intitulé « De la liberté de la presse et de la censure ». Mais en fait, qui est un texte sur le free speech, comme on dit en anglais, parce qu'il est traduit de l'anglais. Souvent, on oublie que toutes nos conquêtes ne sont pas des conquêtes seulement franco-françaises, c'est qu'elles ont une histoire, qu'elles ont été faites avec d'autres peuples et d'autres nations. En l'occurrence, pendant que se passe la Révolution française, qu'elle commence en 89, il y a déjà eu un siècle avant une révolution en Grande-Bretagne, en Angleterre, où on a coupé la tête d'un roi. Elle a duré 20 ans, elle s'est mal terminée, mais enfin elle a ébranlé quand même, puisqu'elle a créé une certaine tradition parlementaire britannique. Et elle a eu un publiciste important qui s'appelait John Milton, qui ensuite est plus connu comme un grand poète, et qui pendant 20 ans a été une sorte de publiciste de cette révolution démocratique. Révolution démocratique, révolution des assemblées, révolution de la délibération. Eh bien, ce que traduit Mirabeau, c'est un texte de Milton, qui est titré en latin « L'Aeropagitica », qui est un manifeste de cette liberté. On n'a pas le droit de me censurer, on n'a pas le droit de l'autorisation préalable du pouvoir, on a le droit de faire circuler nos opinions, nos informations librement. Et donc c'est un premier combat fondateur qui va se traduire dans le cadre de la Révolution française par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. C'est important de le lire, cet article, parce qu'il montre combien cette liberté est une liberté difficile. Combien elle est tout de suite vue, y compris dans ces débats révolutionnaires, comme une liberté dangereuse. La Déclaration des droits de l'homme énonce des droits. Si c'est des droits fondamentaux. Il n'y a pas de restriction à ces droits. Il y a des magistrats ou des professionnels du droit dans la salle, eh bien c'est la justice qui arbitrera l'excès d'un droit par rapport à un autre. Mais si un droit est un droit fondamental, on ne le restreint pas, on le proclame, et puis s'il atteint un autre droit, la justice tranche. Par exemple, le droit de la propriété, il est énoncé à cette époque-là et il n'a pas de restriction. Hélas, dit une voix ici. Eh bien justement, il y a un seul droit qui a une restriction. C'est intéressant. Article 11, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. 2 points. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Parler, écrire, imprimer librement. Vous voyez bien qu'on est sur l'idée de la circulation de l'expression, la liberté d'expression. On ne parle pas de l'information, on dit juste, voilà, on s'exprime. Puis là-dedans, il doit y avoir des informations. Parler, écrire, imprimer librement, et là, le sauf, qui a promis à plein de problèmes dans notre culture démocratique française, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. C'est le seul droit qui est énoncé avec une restriction. Et là, vous avez au cœur, j'ai un demi-siècle de journalisme pour en témoigner, comment la culture illibérale de notre culture démocratique française, qui n'est pas libérale politiquement. Dieu sait si dans le monde politique français, quel qu'il soit, il y a cette idée que la liberté de la presse est une menace. Un journaliste, il est avec vous ou il est contre vous. Mais cette idée qui a une liberté qui dérange, qui est nécessaire et qui est utile, et ça fait du bien, et ça aide à faire avancer, le sauf.
voilà, ça dérange. Hein. Mediapart, vous feuilletonnez encore. Mediapart, hein, vous acharnez. Vous connaissez tout ça sur toutes nos révélations. Donc c'est une liberté qui dérange. Et d'ailleurs, la Révolution française, ces premières années, vont être encombrées de débats sur comment limiter cette liberté. Avant que tout ça se durcisse et se finisse mal, n'oubliez jamais que le pire ennemi de la liberté de la presse s'appelait Napoléon Bonaparte. Et donc, la Révolution française, quelques années après, elle proclame autrement ce droit fondamental. On l'oublie, mais la Constitution de l'an 1, qui ne va pas être appliquée, c'est la terreur d'Assemblée, vous connaissez la suite, Thermidor et ainsi de suite. Eh bien, il y a une Constitution plus radicale démocratiquement, avec une nouvelle déclaration des droits de l'homme en 1793. Et là, c'est intéressant, parce que ce n'est pas du tout formulé de la même façon. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits. Point. Pas de sauf. Et la mention, pour bien insister que c'est nécessaire, la nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. Eh bien, vous voyez là, tout d'un coup, la liberté dont nous parlons ce soir, elle est liée à deux autres libertés, la liberté de s'assembler, de se réunir, et au fond, la liberté d'avoir sa croyance, donc d'avoir ses opinions, ses convictions. Eh bien, comme toujours, dans notre côté un peu dressé sur notre coq gaulois franco-français, on oublie quelque chose. C'est que ce que je viens de vous lire, qui est en effet l'article 11 de l'oubliée de seconde déclaration des droits de l'homme française, est un copier-coller d'autre chose qui a été proclamé 2 ans auparavant aux États-Unis d'Amérique. C'est le premier amendement dans la Déclaration des droits américaine. Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, donc la liberté de culte que vous avez vue tout à l'heure, ni qui restreigne la liberté de parole ou de la presse. C'était l'autre point. Ça commençait par ça. Ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il se plaint, donc le droit de réunion. Droit de réunion, droit de croyance et d'opinion, droit de la presse. Le premier amendement américain qui est de fait traduit, pourrait-on dire, dans cet article 7. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un Américain dans la salle, qui avant de ça avait été un Anglais. Et pareil, c'est des souvenirs qu'il faut convoquer dans nos temps où tout l'avenir de tous les peuples sont liés, l'internationalisme. Parce que la Révolution française a fait citoyens des figures étrangères par le bien qu'ils faisaient à l'humanité. Thomas Paine, Citizen Paine, comme a dit un livre qui lui rendait hommage aux États-Unis, un livre d'Howard Fast, l'auteur de Spartacus, qui va servir au célèbre film de Kubrick. Eh bien, Thomas Paine, c'est un publiciste des suites de la Révolution parlementaire britannique qui se poursuit au XVIIIe siècle. C'est toute une bataille pour que les débats des communes soient publics. À l'époque, ils sont secrets. Donc il y a des gens qui vont aller à la Tour de Londres parce que sous pseudonyme, ils ont raconté les débats des communes. Hein. Il faut que les débats des assemblées soient publics. 60 ans de bataille avant d'obtenir ça, pendant tout le XVIIIe siècle. Et à l'époque, pareillement, open the books. Ouvrez les livres de comptes, les impôts, à quoi sert notre argent, etc. Tout ça, c'est des batailles qui ont précédé. La Révolution française reprend tout ça. Et Thomas Paine pense contre lui-même et contre la puissance de son propre pays. Il épouse la cause des indépendantistes américains. Donc il va être le publiciste très célèbre à l'époque de la révolution d'indépendance américaine. Et ensuite, pendant 10 ans, il va être à Paris. Alors, il ne s'exprimait pas à la tribune en français, mais il le comprenait. Et évidemment que son influence est là. Donc c'est un personnage des 3 révolutions fondatrices, pourrait-on dire. La seule qu'il n'a pas faite, c'est l'autre, celle qu'on oublie, la révolution anti-esclavagiste et anti-colonialiste de Saint-Domingue,
aujourd'hui Haïti. Donc je vous convoque ça pour dire combien on est au départ dans cette idée que la liberté d'expression dont nous parlons renvoie à la complexité démocratique. Vous voyez bien, on le lit à on a le droit d'avoir des opinions, y compris des opinions contraires, on a le droit de s'assembler, on a le droit de pétitionner, on dirait aujourd'hui on a le droit de manifester. Vous vous rappelez, c'est un droit qui est souvent contesté par les pouvoirs depuis pas mal d'années, mais normalement on n'a qu'à déclarer une manifestation, elle n'a pas à être autorisée. Hein, c'est un droit démocratique fondamental. Ce n'est pas le pouvoir exécutif qui dit ce que vous avez le droit de faire pour contester, ou autrement il n'y a pas de contestation. Donc il y a quelque chose de philosophiquement décisif là. La démocratie, ce n'est pas le droit de vote. La démocratie, c'est cette complexité démocratique. Le respect de pouvoir, de contre-pouvoir, le respect de l'autonomie de la société, des protestations de la société, de l'auto-organisation de la société, des syndicats, des associations, et ainsi de suite. Vous voyez bien que ce qui est en péril aujourd'hui, c'est le résultat d'une tendance très lourde de ces dernières années, y compris chez nous, de ramener au fond, la légitimité de l'expression politique au seul vote, et dans notre pays, de manière terrible, au vote pour un seul, qui confisque la volonté de tous. Du coup, je peux piétiner l'ensemble des organisations syndicales sur les retraites. Du coup, je peux ignorer une protestation populaire. Du coup, je peux prendre des décisions sans gouvernement et sans que le Parlement soit réuni. C'était l'été dernier. Quitte à nous plonger dans une crise internationale tout à fait explosive avec l'Algérie par la décision qu'il a prise sur le Maroc et le Sahara occidental. Je pourrais multiplier les exemples, mais M. Macron, dans son illimitisme personnel, est le résultat d'une tendance lourde qu'on a vue à l'œuvre à la présidence de François Hollande, à la présidence de Nicolas Sarkozy et aussi aux précédentes, l'absolutisme présidentiel. Donc, encore une fois, ce que je convoque là, c'est pour rappeler que cette liberté-là, elle est au cœur de cette complexité démocratique. Nous sommes du côté du désordre créateur de la démocratie. Et aujourd'hui, nous sommes dans un paysage où, à partir du moment où j'ai la légitimité du vote, je peux brutaliser la démocratie. C'est ce que fait tranquillement Trump. Tous ceux qui idéalisaient la démocratie américaine par sa culture libérale politiquement que je rappelais, parce qu'elle a en effet ses belles heures et sa belle histoire, eh bien voient bien combien c'est fragile face à un pouvoir présidentiel déterminé, et déterminé à la violenter, à interdire des journalistes dans leur pratique du métier, à s'en prendre à l'existence même de l'autonomie de cette société et de ses protestations. Mais il y a un deuxième souvenir de cette époque que je veux convoquer, qui est moins connu. Et après, j'en viendrai à la contradiction qui est devant nous aujourd'hui. À l'été 1789, en même temps qu'il y a cette déclaration des droits de l'homme qui, par certains aspects, on la sacralise, mais c'est une motion de congrès socialiste quand le Parti socialiste avait des longues réunions. Je rigole pour les anciens militants socialistes. On attendait. Voilà, donc elle a eu plein de versions, plein de tâtonnements, et elle est là. Et donc, bon, voilà, elle proclame quelque chose qui est un saut, je le redis, hein, c'est un imaginaire, hein, c'est proclamer que nous naissons libres et égaux en droit à une époque où il n'y a aucun droit, c'est un saut dans un imaginaire créateur. Hein. Et c'est bien ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un imaginaire qui nous mobilise. Hein. Comme une ligne d'horizon, on ne l'atteint jamais, mais ça nous fait faire du dénivelé, ça nous donne envie de grimper la montagne. Eh bien, à l'été 1789, il se passe autre chose qui est beaucoup moins raconté et qui est au cœur du métier d'où je parle. Le 13 août 1789, sur les murs de Paris, il y a une proclamation
qui est faite, car l'expression se passait par des affiches aussi, de ce qu'on appelait le comité des subsistances. Parce que Paris vivait un temps de disette et la nourriture de base, qui était le pain, manquait. Ce comité des subsistances fait une proclamation, on dirait aujourd'hui, contre le secret des affaires, pour la transparence des transactions. Il y avait de la spéculation. Ceux qui vendaient leur blé au moulin, ceux qui faisaient leur farine et qui la vendaient aux boulangers, et les boulangers sur le prix du pain. À tel point qu'il y aura un boulanger qui se fera lyncher à l'automne 1789 parce qu'il cachait les pains dans l'arrière-boutique pour des riches clients et il ne voulait pas les vendre au peuple. Et donc là, il y a une administration de la ville de Paris qui est entre les mains d'un personnage de transition, comme les cheveux blancs, hein, c'est un hasard génétique de cette assistance que je partage avec eux, un personnage de... j'ai 72 ans, hein, un personnage de transition, les révolutions sont faites par des jeunes, hein. Et là, il y a un personnage de transition qui, du coup, va être raccourci, comme on disait, il va passer à la guillotine, parce qu'il c'était un modérantiste, mais un homme à principe, un modérantiste. Mais quand ça va s'emballer et devenir plus radical, il va un peu faire tirer sur le peuple. Bon, voilà. Il s'appelait Jean-Sylvain Bailly. Il est oublié, mais c'est quand même le premier président du tiers-État, le premier président de l'Assemblée nationale et le premier maire de Paris. Il était très populaire à l'époque, il était membre de 3 académies, c'est pour ça que c'était un notable qui accompagnait. En plus, il avait été copain des indépendantistes américains, de Benjamin Franklin, qui était à Paris. Vous savez, la chanson révolutionnaire « Ah, ça ira, ah, la lanterne, on les pendra », vous l'avez entendu à l'ouverture des JO. Ah ben, ça vient de Benjamin Franklin. Eh oui. C'est peu raconté, c'est une chanson populaire des rues hein, qui est diffusée en 1789, donc on ne connaît pas le parolier, et les paroles vont changer. Et en fait, Franklin, comme vous voulez, quand on lui demandait alors, parce que la France soutenait le royaume, les indépendantistes américains contre la puissance britannique, est-ce que vous allez gagner, hein, comme les lignes de front hein, en Ukraine, là, est-ce que vous y allez y arriver, quoi? Et Franklin, qui comprenait le français, mais le parlait pas très bien, disait « ça ira, ça ira, ça ira ». Voilà. Et donc le « ça ira », on le doit aussi. Hein, et c'est un autre étranger, bon là je suis bavard, je m'éloigne, fait citoyen de la Révolution française, qui sera lui aussi raccourci, Anarchis Klotz, qui était un Prussien, qui va raconter cela et le rendre public. Donc, j'en reviens. Le Jean-Sylvain Bailly, il est appelé FISA après le 14 juillet, car ça panique. 14 juillet, c'est une émeute, hein, c'est l'événement populaire. La prise de la Bastille, on coupe des têtes, on les met sur des pics, et on y va. Voilà. Et donc, la bonne société, fût-elle potentiellement révolutionnaire par rapport à la monarchie, s'inquiète. Donc, on fait venir Bailly. Et Bailly va être un bon gestionnaire. Et donc, dans ce contexte, il dit... voilà, transparence des transactions, hein, pas de spéculation sur la nourriture de base. Et dans cette proclamation, il met une phrase qu'il avait coutume de dire, qui va ensuite se retrouver sur la médaille des colporteurs de journaux, frappée à l'automne 1789, et qu'on va retrouver dans les débats sur la liberté de la presse de manière très récurrente pendant toute la Révolution française. Et une formule d'une modernité exceptionnelle. La publicité est la sauvegarde du peuple. Ce n'est pas la publicité marchande, ça n'existait pas. C'est rendre public tout ce qui est d'intérêt public. La publicité est la sauvegarde du peuple. Quand Camille Desmoulins, journaliste de la Révolution française, se retourne contre son camarade Robespierre, qui l'envoie à la guillotine, voilà, il lui dit, Bailly avait été guillotiné entre-temps, il dit, on était moins révolutionnaire que Bailly. On aurait dû écouter Bailly. La liberté de la presse est la première des libertés politiques, la première des libertés. On voit bien qu'il s'agit de savoir, là. Il ne s'agit pas seulement d'exprimer une opinion, il s'agit de savoir. Savoir tout ce qui est fait en notre nom. La publicité, tout ce qui est d'intérêt public doit être public. Eh bien, cette proclamation de Bailly, elle est au cœur
de, encore une fois, ce que j'appelle le droit de savoir. On est au cœur d'une question, je vous ai parlé de complexité démocratique. La philosophe Hannah Arendt, en 1967, après avoir subi une campagne de calomnie qui l'a beaucoup touchée quand elle avait fait son récit sur le procès Eichmann, l'un des organisateurs de la solution finale à Jérusalem, où elle avait, au fond, elle-même, qui avait un regard critique sur une partie du nationalisme sioniste, tout en ayant accompagné la légitimité de la création de l'État d'Israël. Et donc, elle avait fait, dans ce texte qui est devenu canonique, sur le crime de bureau, sur la banalité du mal, elle avait fait un texte qui avait été peu apprécié par ceux qui, dans une idéologie nationaliste, en reprenant, au fond, en faisant juger à Jérusalem Eichmann, ne supportaient pas un certain regard critique sur l'instrumentalisation par un État de la mémoire du génocide, qui est une mémoire universelle et qui ne se ramène pas uniquement à l'État qui en tire sa légitimité de création en 1948. Et donc elle subit une campagne de calomnie qui peut en rappeler d'autres à certaines et certains aujourd'hui. Elle est traitée de self-hating Jew, de juive dans la haine d'elle-même, vraiment d'une très très grande violence d'une partie des organisations juives à cette époque, alors qu'elle est une figure de tous les débats, elle-même juive, réchappée du génocide et venue d'Allemagne, et elle a failli être déportée à cause de la France, et elle est aux États-Unis. Et là, en 67, elle fait un texte que je conseille à tous les jeunes qui veulent travailler là-dessus de relire, qui est un texte prophétique. Il parle de nous aujourd'hui. En anglais, il s'appelle Truth and Politics, vérité et politique. On le retrouve en français dans le recueil La crise de la culture. C'est dans le magazine Le New Yorker. Et voici ce qu'elle explique. Elle dit, vous voyez, le cerveau humain produit deux types de vérités. Premier type de vérité qu'elle appelle vérité de raison, c'est un faux ami, ça ne veut pas dire qu'elles sont raisonnables, c'est des vérités de raisonnement, des vérités de spéculation. Ça peut être des vérités pertinentes, mais ça peut être aussi des vérités très folles, très criminelles, très irréelles. Ce sont au fond les vérités d'opinion, ce que l'on pense, ce que l'on croit, ce qui revient de notre préjugé, de la conviction qu'on s'est forgée, voilà, du raisonnement qui est le nôtre. Et elle dit, ces vérités-là ne sont jamais menacées. Aussi folles puissent-elles devenir, le cerveau humain en créera toujours. En revanche, il y a un autre type de vérités qui sont beaucoup plus fragiles, qu'elle appelle « truth of facts », les vérités de fait, au pluriel sans grand V. Des vérités de fait, comme il y a des pièces d'un puzzle, qu'on recoupe, qu'on découpe, qu'on voit si ça rentre, des vérités de fait sur le présent, lequel est souvent encombré de passé. Et elle dit, ça, ces vérités-là, elles sont toujours attaquées par les pouvoirs, et si elles disparaissent, elles peuvent disparaître pour toujours. Et elle écrit à une époque où nous savons qu'il y a des vérités de fait sur le passé qui, par exemple, dans l'Union soviétique, étaient tues. Le massacre de Katyn, l'Union soviétique et les sympathisants communistes pensaient que c'est la croyance que c'était fait par l'armée nazie. Ben non, c'était Staline qui a ordonné de tuer l'élite de l'armée polonaise. Et bien d'autres mensonges, le pays du mensonge déconcertant. C'est au cœur du chagrin politique qui a accompagné la fin du socialisme réel et des États communistes. Et donc elle dit, les vérités les plus essentielles démocratiquement, politiquement, les plus décisives, c'est les vérités de fait, ce n'est pas les vérités d'opinion. Et le débat d'opinion ne peut se concevoir qu'à condition d'un écosystème démocratique qui a fait en sorte qu'au cœur du débat d'opinion, il y ait les vérités de fait. Autrement dit, les informations. Et donc, j'ai pris cet angle-là parce que je ne vais pas vous dire des évidences que vous avez sous les yeux. L'ensemble des médias privés français sont sous le contrôle de milliardaires.
C'est une particularité française unique dans les vieilles démocraties du monde, qui ont des intérêts extérieurs à l'information, qui ont des liens avec le pouvoir politique, qui sont moins d'une dizaine, qui parfois ont des liens consanguins entre eux, qui sont dans l'industrie de l'armement, dans l'industrie du bâtiment, dans l'industrie de la France-Afrique, dans l'industrie de la téléphonie, dans l'industrie du luxe, et ainsi dans l'industrie du transport maritime, et ainsi de suite. Cette question de l'indépendance par rapport à l'argent, et nous en reparlerons. Mais à l'occasion de cette mainmise de ces industriels, c'est déjà arrivé dans l'histoire de la presse, sur l'ensemble des médias privés, pour juguler l'indépendance de ces médias, pour faire en sorte que leurs propres intérêts ou les intérêts de ceux qui servent leurs intérêts ne soient pas mis en cause, l'un de ces milliardaires a tombé le masque. Il s'appelle Vincent Bolloré. Il est passé de « je suis un homme d'affaires » à « je suis le chevalier d'une guerre civilisationnelle contre l'effondrement de la civilisation chrétienne et de la fille aînée de l'Église face aux hordes barbares qui sont dans notre peuple, dans la diversité de notre peuple, qui n'ont pas la même origine, la même religion, la même apparence, et ainsi de suite. En clair, il a décidé que ces médias allaient être explicitement d'extrême droite. Allaient être explicitement, Radio Mille Collines tout à l'heure, des médias d'opinion. Ce ne sont pas des médias d'information, ce sont des médias d'opinion. Ce sont des médias qui défendent d'abord des opinions. Et nous sommes dans ce moment où des médias de masse, radio et télévision, ont été autorisés dans notre pays comme des médias d'opinion. Pas comme des médias d'opinion. Ils sont des médias d'opinion alors que leur convention avec l'autorité de contrôle leur demande de faire aussi de l'information. Si vous faites un média de vos opinions, qu'on peut acheter en kiosque ou sur Internet, c'est une chose. C'est le pluralisme dont vous avez parlé, le pluralisme des opinions. Mais en revanche, si vous acceptez que sur des canaux hertziens qui sont un bien public, vous ayez l'expression de médias d'opinion qui disent « mais vous n'allez pas nous empêcher de dire », c'est la liberté d'expression, on a le droit de dire, y compris le pire, y compris l'abject, y compris que quand il y a un feuilleton sur les punaises de lit, on se demande si ce n'est pas les immigrés. Les punaises de lit, c'est des nuisibles. Vous voyez, les petites résonances sur l'animalisation. Je prends une petite séquence banale de Pascal Praud. Le pire et l'abject est dit. Alors, bien sûr, C8 a été sanctionné pour ça et finalement, l'ARCOM s'est réveillé. Mais allons au cœur du sujet. Bolloré est très riche, donc les pénalités que des jugements lui imposeront ne l'empêcheront pas de continuer. La vraie question démocratique, et sur laquelle nos responsables n'ont pas tenu la digue, c'est est-ce qu'il est légitime en démocratie qu'un média de masse, en accès libre, gratuit, sur lequel je peux tomber par hasard comme radio ou comme télévision, soit un média d'opinion, qui diffuse, y compris les opinions les pires, y compris des opinions qui nient l'information, y compris des opinions qui diffusent des mensonges, qui diffusent une vision complotiste du monde, qui diffusent la nouvelle idéologie meurtrière du moment, les mots simples. La catastrophe commence par des mots. Ça a été inventé en France. Il y a eu quelques massacres faits par des terroristes d'extrême droite au nom de cette idéologie-là ailleurs. Ça s'appelle le grand remplacement. On banalise l'idée qu'en fait, dans notre peuple, vous savez, il y aurait des étrangers. Dans notre peuple même serait en crainte d'être remplacé par d'autres. Et ces autres, il va falloir les faire partir. Ça s'appelle la remigration. Et c'est une machine infernale qui est au cœur de la proposition de loi référendaire. J'en ai fait un article récemment.
du Rassemblement national s'il est élu à la présidence de la République, en 100 jours. Article 11 de la Constitution, le président de la République peut imposer un référendum sans l'aval des assemblées. Le général de Gaulle l'a fait 2 fois, en 1962 et en 1969. Il a tiré les conséquences en 1969. Les républicains à l'époque, surtout en 1962, lui ont dit qu'il abusait. Il contournait les assemblées. Le Front National a très bien lu la Constitution et a un texte tout à fait au point, qui est « Je suis élu, j'ai une dynamique électorale qui fait que j'ai un fort groupe, voire une majorité à l'Assemblée nationale. » Eh bien, dans les délais de 70 jours, sur une question complexe, qui est la question de l'immigration, je fais un référendum oui/non. Et quand vous lisez le texte, c'est un texte qui change totalement la nature, la base républicaine, au sens d'une république démocratique et sociale, de notre Constitution. Car c'est un texte trumpiste, ou netanyahouiste, si vous voulez, parce que c'est un texte qui met fin justement à l'idée qui est un droit supérieur. Ce texte, Mediapart est en accès libre ce week-end pour ses 17 ans, abonnez-vous, mais vous pouvez le lire gratuitement ce week-end en cherchant mes derniers articles. Eh bien, cette machine infernale du référendum, c'est le titre de cet article, raconte comment le fond de ce texte, c'est une révolution nationale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un droit qui est le droit de la nation et du peuple qui constitue la nation. Et il n'y a pas de droit humain opposable à ce droit. La question de l'immigration étant le cheval de Troie, en diffusant des opinions, justement, des préjugés, pour mettre à bas le principe d'égalité, pour faire des brèches dans le principe d'égalité, d'où la préférence nationale, la priorité nationale, qui s'attaque du coup aux droits communs, sur le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'éducation, des droits fondamentaux, le droit de l'enfance, et ainsi de suite. Et donc nous sommes devant un moment qui doit nous amener à défendre, par rapport aux propos pour lesquels vous m'avez fait venir, cette idée qu'il n'y a pas de liberté d'opinion, de liberté de dire, sans droit de savoir, sans liberté d'information. Et que, aujourd'hui, ce qui menace nos sociétés, en prenant levier sur la révolution industrielle que nous vivons depuis 20 ans, la révolution digitale ou numérique, c'est que la dictature des opinions étouffe, tue, écrase, détruit la vérité des faits. Un brouillage total entre le faux et le vrai qui permet de basculer dans un monde où on ne s'y retrouve plus. Et quand je vous disais qu'Hannah Arendt parlait bien du présent, lequel est encombré de passé, et je vous parlais de comment, par exemple, un régime totalitaire comme celui de l'Union soviétique créait des légendes sur le passé, sur les procès de Moscou, sur tout ça, quel exemple avez-vous dans notre débat public aujourd'hui, en France? Et il ne s'agit pas d'une opinion. Oui, les colonisations, quelles qu'elles soient, se sont accompagnées de massacres. Oui, parce que l'idéologie qui les inspire, l'idée qu'on ait une civilisation supérieure, eh bien, elle infériorise ou elle déshumanise les populations que l'on conquiert, auxquelles l'on vole leurs terres, que l'on parque, que l'on met dans des réserves, et ainsi de suite, et elle amène à les détruire, à les réprimer. Si elles résistent, à les massacrer, à commettre des crimes contre l'humanité. C'est un fait d'histoire, c'est un fait vrai, c'est un fait élémentaire. Et brandir la sacralisation du crime, évidemment, qui est propre, qui est unique, du crime de génocide, de la destruction des Juifs d'Europe, pour dire on ne peut pas faire de comparaison, on ne peut pas dire qu'il y a eu des Oradours sur Glane, ce n'était pas le génocide, c'était la division d'Eisreich qui menait ces pratiques qu'elle avait menées partout, y compris l'opération Barbarossa ou d'autres contre l'Union soviétique, où on ne faisait pas de quartier, on détruit tout le monde. Eh bien, dire on ne peut pas faire ça, alors que bien sûr que l'histoire marche avec des comparaisons, mais non seulement ça, mais le nazisme est issu
de la folie impériale, de la folie coloniale. C'était un colonialisme à l'échelle de l'Europe. C'était l'idéologie de la hiérarchie des humanités, et pas seulement de l'obsession de l'antisémitisme. Mais les Slaves étaient des barbares qu'il fallait mettre en esclavage. Il y avait une hiérarchie des peuples qui était au cœur même, et ça ne venait pas uniquement de l'idéologie hitlérienne, c'était les idéologies européennes, les idéologies, y compris nord-américaines, des races supérieures, tout ça a toute une littérature abondante. Et vous vous rendez compte qu'on est en France aujourd'hui, dans un pays où un journaliste, qui n'est pas particulièrement un journaliste d'information, qui n'a pas souvent été tendre avec Mediapart, rappelez-vous Cahuzac, les preuves. Je parle de Jean-Michel Apathy, notre confrère, dit cette évidence dans un talk-show, puisque c'est un journaliste de talk-show. Nous, on ne fait pas des talk-shows, nous, on sort des informations. Hein. C'est ça notre métier, c'est ça la valeur d'un journaliste, ce n'est pas son opinion. Vous avez tous des opinions et vous pouvez tous les exprimer directement aujourd'hui. Donc c'est la raison où, aujourd'hui, l'utilité du journaliste, plus que jamais, c'est quelles informations il apporte. Quelle est son utilité sociale? Quel savoir il me donne? Et donc, Jean-Michel Apathy, qui sur cette question, les questions du colonialisme est très au clair, comme il l'a montré sur la Nouvelle-Calédonie, dit cette vérité. Et non seulement il subit une campagne démentielle, mais RTL, radio généraliste, le suspend. Et ses collègues de la matinale d'RTL disent « Ah ouais, il a exagéré. Elles ne sont pas solidaires. » C'est sidérant. Et vous voyez bien qu'on est au cœur de notre rapport au passé. Dans un moment, je rappelle, où ce passé nous concerne tous. L'histoire coloniale, la projection de la France sur le monde concerne toutes nos familles. Quelles que soient nos origines, nous sommes concernés par ça, par les liens, voilà, tout. C'est un breton d'outre-mer qui parle, mais je pense qu'on a tous, à des degrés divers, un lien avec cette histoire, qui peut être douloureux, qui peut être tragique, qui peut être blessé. Mais voilà, on doit l'affronter ensemble, la comprendre ensemble, et ne pas rentrer dans une lecture idéologique. Donc voilà, par rapport à votre question, comment lutter ? C'est très simple, les propositions sont sur la table. Si vous allez sur le site du Fonds pour une presse libre qu'a fait Mediapart, qui a créé Mediapart, où il y a les états généraux de la presse indépendante, il y a les 56 propositions élémentaires qui sont portées sur un nouvel écosystème de l'information. Il y a évidemment la lutte contre la concentration verticale et horizontale par ces grands milliardaires, leurs conflits d'intérêts. Il y a évidemment l'indépendance des rédactions, leur autonomie. Il y a évidemment la transparence des comptes, et bien d'autres dispositions qui sont développées là. Mais il y en a une mesure qui n'a d'ailleurs pas fait l'unanimité de tous les membres des États généraux de la presse indépendante, mais à laquelle Mediapart est vraiment accroché, qui est au fond de se dire, dans une démocratie vivante, il ne peut pas y avoir de médias de masse qui soient de médias d'opinion. Les médias d'opinion, les opinions, voilà, je peux acheter un média, M. Bolloré fait son média que je peux acheter, oui, mais on ne peut pas considérer que pour riposter à M. Bolloré, il suffirait de faire une radio ou une télévision de gauche. Non. Parce que, encore une fois, ça veut dire qu'on considère que l'important, c'est d'abord de pouvoir exprimer son opinion. Non. L'opinion se construit dans un rapport à l'information. Et c'est une question éthique fondamentale pour nous tous. Et on est au cœur de comment la Ligue des droits de l'homme a été créée. Pourquoi ce rapport à l'information ? C'est qu'il nous oblige à penser contre nous-mêmes, y compris contre nos opinions. Ah ouais, Cahuzac, c'est un type bien quand même. Puis vraiment, il travaillait bien. Mais non, Mediapart, c'est pas possible. Cette voix, c'est Donald Duck, je ne comprends rien. Vous vous souvenez les 4 mois où il a fallu tenir, le petit Mediapart? Bon, on a tenu. Et tout d'un coup, effet de souffle sur prise de conscience, évasion fiscale, fraude fiscale, création du parquet national financier, création de la haute autorité. Là, le journaliste est utile. Le journaliste est un réformateur utile à la société grâce à ses informations, pas en tenant en chair avec ses opinions.
en s'autorisant de son brin de parole ou son brin de plume pour dire une opinion, ce qui n'est encore une fois pas le propre du journalisme. Mais pensez contre nous-mêmes. J'ai dit les origines de la Ligue des droits de l'homme. L'origine protège de rien. Quand le capitaine Dreyfus est envoyé à l'île du Diable après la cérémonie infamante janvier 95 de dégradation et tout le monde fait confiance à l'état-major. Jean Jaurès le premier. C'est pas possible que l'état-major truque. En plus, on est dans une époque où l'idée, on est au cœur de l'imaginaire de l'antisémitisme. Ce ne sont pas vraiment des Français, ils sont doubles, ils sont peut-être traîtres. C'est l'anti-France, toute cette idéologie sur vieux fond d'anti-judaïsme chrétien, elle est là et elle infiltre tous les milieux. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, grâce à Mathieu Dreyfus, grâce à quelques libertaires, Bernard Lazare, Charles Péguy, qui était une des figures à cette époque de ces jeunes libertaires, il va y avoir un renversement. Le premier avocat de Dreyfus était l'avocat du procès des 30, des jeunes libertaires anarchistes qui étaient un peu passés à l'action par le fait, ou qui étaient considérés comme les idéologues de l'action par le fait. Donc, ces jeunes minoritaires vont créer ce réveil. C'est eux qui vont frapper à la porte de Zola alors qu'ils n'aimaient pas trop sa littérature, l'amener à faire son J'accuse, etc. Et quand Francis de Pressensé crée la Ligue des droits de l'homme, qu'est-ce qu'il crée? Il crée une association qui est issue de cette prise de conscience. Prise de conscience que spontanément tout le monde a cru que il était coupable. Et tout d'un coup, il y a eu cette prise de conscience que les libertés de tous sont menacées si les droits d'un seul sont piétinés. Mais pas seulement Dreyfus. Juste l'année qui précède Dreyfus, c'est le vote de ce qui sera appelé 4 ans plus tard, dans le cadre de ces prises de conscience, et par Pressensé notamment, et par Léon Blum signant un juriste, jeune conseiller d'État, les lois scélérates, qui renvoient à beaucoup de nos lois sécuritaires d'aujourd'hui. La loi séparatisme, en l'occurrence, entre autres, qui est une loi terrible, qui s'attaque d'abord aux associations qui défendent des droits de ceux qui se sentent persécutés au nom de leur religion, on les dissout, je parle de l'islamophobie, puis après on passe aux éco-terroristes. Et ce mot contre le mouvement écologiste, contre les soulèvements de la terre, la loi séparatisme, c'est un mot colonial, hein, c'est-à-dire vous voulez vous séparer de la nation. Elle introduit l'idée que des contestataires politiques ne sont pas de la nation, veulent se séparer de la nation. Or, la nation, elle bouge avec des contestations. Et les contestations, elles sont toujours dérangeantes. Elles sont toujours excessives. Quand la jeunesse, si elle n'est pas excessive, à quel âge se réveillerait-on? Et donc, je dis ça pour rappeler ça, que la Ligue des droits de l'homme, elle est issue aussi de l'idée que le camp républicain, le camp qui va ensuite accompagner la constitution de toutes les organisations socialistes et ainsi de suite, se réveille contre lui-même, parce que les lois scélérates, ils les ont votées, sous le coup des attentats, comme évidemment au moment de la terrible année 2015. Et après, 4 ans après, ils se disent, mais on a peut-être fait les imbéciles. Au nom d'une panique, on a attenté à des droits fondamentaux. Pensez contre nous-mêmes, grâce justement à des informations, à des faits. Et donc, nous sommes dans ce moment-là. Nous sommes dans un moment où ce qui est en péril n'est pas la liberté de dire, sauf si vous dites quelque chose qui est vu comme une contestation. Si vous en faites trop sur la Palestine, oui, bien sûr. Mais vous pouvez dire toutes sortes d'autres horreurs, on vous les laissera dire. La vraie question aujourd'hui, c'est la défense du droit à l'information. C'est la bataille contre des médias d'opinion. Des médias qui violent des lois fondamentales, des lois qui défendent contre le racisme, contre la discrimination, contre la haine. Et donc, je vous dis ça depuis, j'ai dit qu'on fêtait nos 17 ans cette année. Qu'est-ce qu'on a voulu faire avec Mediapart? Par rapport à toute cette philosophie du droit à l'information et du métier de journaliste et de sa responsabilité sociale, on a voulu
dans une sorte de laboratoire, montrer la pertinence de tout cela, la pertinence concrète, pratique. Si Mediapart est la seule entreprise de presse rentable depuis 14 ans, qui ne vit que des abonnés, qui refuse toute subvention de l'État, qui refuse tout accord avec les GAFAM, comme on dit, et toutes ces plateformes dont on voit le basculement, soi-disant la Silicon Valley était démocrate, et puis follow de monnaie, l'argent n'a pas d'odeur, elle bascule du côté du pouvoir et elle bascule du côté de Trump. Monsieur Bezos, propriétaire d'Amazon, qui était vu comme une sorte de réussite, et bien sûr que c'est une très grande réussite, mais c'est un monopole terrifiant par rapport à la distribution. Eh bien, ce libéral qui avait racheté le Washington Post, dont la baseline c'est Democracy died in darkness, donc la démocratie meurt dans l'obscurité, qui était le journal des révélations du Watergate, etc. Là, ça y est, il donne des consignes. Vous ne pouvez pas appeler à voter contre Trump. Vous ne pouvez pas publier des tribunes qui contestent Trump dans vos pages d'opinion. Et il fait ça parce que, comme tous ces milliardaires, ils ont atteint un pouvoir immense. Ce sont des oligopoles, ce sont des trusts qu'il faut défaire, qu'il faut démembrer. Ils sont en abus de position dominante à l'échelle du monde. Ce sont des puissances économiques plus fortes que des États. Et donc, ils ont là un pouvoir étatique qui leur dit « on va continuer comme ça, vous allez pouvoir vous gaver de manière illimitée ». C'est pour ça qu'ils basculent, tous ensemble. Jusqu'à un propriétaire des médias, et ça vous concerne, quel est le propriétaire pas loin à Marseille, du journal de Marseille, Monsieur Saadé, il était où? Il était dans le bureau de Trump. Et Trump, qui sait très bien ce qu'il dit, lui a dit « ah mais celui-là, il ira loin hein. Il ira loin. Monsieur Saadé, qui a repris ces médias avec l'aide du pouvoir politique actuel, avec l'aide de Monsieur Macron, et qui du coup a repris aussi un des médias audiovisuels, Altis, BFM, qui était propriété d'Altis et qui avait été déjà cédé à Monsieur Drahi dans des deals parce que Monsieur Drahi avait des problèmes avec son évasion fiscale et c'était sous la présidence de François Hollande. Donc, la bataille que nous devons mener contre la mainmise de ces oligarques, avec toutes des dispositions qui, encore une fois, sont publiques, et ce n'est pas moi qui les ai inventées, qui sont celles que portent les organisations syndicales, l'ensemble des associations, les syndicats de journalistes, voilà, tous ceux qui travaillent sur ces questions, les intellectuels comme Julia Cagé, comme d'autres, tout ça est sur la table et devrait être porté par des forces alternatives. Mais il faut avoir, dans ce moment de trouble, la conscience, l'intelligence de notre combat. Et notre combat, ce n'est pas pour dire seulement « j'ai raison parce que je crois ce que je crois ». Notre combat, c'est que nous avons besoin de cette presse qui dérange, totalement intègre, sans aucun fil à la patte. Nous avons besoin d'une presse qui nous oblige aussi à penser contre nous-mêmes. Et vous voyez bien que c'est quelque chose qui bouscule, y compris nos univers. Mediapart est bien placé pour ça. Nous voyons bien comment notre réussite, elle est aussi pavée du fait qu'on bouscule parfois certains lecteurs qui ont font plutôt envie d'avoir les informations qui rentrent dans leur cadre préconçu. Alors ce n'est pas à ça que sert une bonne presse. Elle sert d'abord, comme un savoir, comme une connaissance, à me faire réfléchir. Pardon, j'ai été un peu long, mais voilà, je voulais transmettre tout ça parce que j'aime bien dans ce moment-là dire que moi je me bats, je pense qu'on n'a pas d'autre choix, qu'il ne faut pas du tout se laisser désespérer par ce moment de trouble. Voilà, stand up. Voilà, j'ai rediffusé sur un réseau social Bob Marley aujourd'hui. Give up, stand up. Voilà. Bon, on fait face. Edgar Morin, qui est bon pied bon oeil à 103 ans, aime toujours, depuis très longtemps, citer un vers du poète Hölderlin. Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Donc bien sûr que les périls sont immenses, mais la jeune génération, pour elle, c'est un défi excitant. Nous, on a été trop confort.
On a été dans une vie de sénateurs de nos engagements et de nos convictions. Le vent soufflait et nous portait. Avoir le vent en contre, ok, c'est dur. Et en même temps, ça stimule. Donc là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Bon courage.